votre marathon et c'est fantastique de vous voir toujours aussi nombreux. On a un temps vraiment intéressant avec deux speakers de belle qualité pour parler d'une chose qui nous concerne tous. La question de la génération Z. Ces gens qui sont parmi nous, qui sont autour de nous et qui ne fonctionnent pas forcément comme nous, qui bousculent ce qui se passe dans l'entreprise, qui n'ont pas les mêmes codes, qui n'apprennent pas de la même manière, évidemment, qui ne travaillent pas de la même manière. Alors, certains disent non, mais la génération Z, elle n'existe pas, et surtout, arrêtons de classifier. Moi, souvent, dans mes conférences, j'ai dit, mais attendez, ne vous fiez pas aux cheveux blancs, je suis de la génération Z, j'ai déjà changé 14 fois de métier. Donc, est-ce que c'est un des critères? Est-ce que la couleur des cheveux intervient dans la génération Z ou pas? J'en sais rien. Je vais laisser ces deux personnes répondre parce que elles s'attaquent à cette question-là et elles savent que oui, il y a besoin de modifier sans doute nos manières d'aller former les gens. Alors, on a d'un côté Thomas Hervouet-Casmy qui est le responsable et fondateur du Digital Learning Center à l'IPAG Business School. Et on a aussi Fabien Escoffier, qui est manager manager académique and government de LinkedIn France. Le petit duo qu'ils vont faire va être très intéressant parce qu'il y en a un qui fournit du contenu, il y en a un autre qui l'utilise et qui lui aussi est au quotidien confronté à cette question des nouvelles générations. Vous allez avoir 10 minutes à la fin pour poser vos questions. Donc, levez la main et quand vous allez prendre la parole, dites de quel point de vue vous parlez. Donc, dites qui vous êtes. Ça sera beaucoup plus intéressant pour avoir des questions et des réponses pertinentes. À vous, messieurs. Merci beaucoup. Merci et ravi d'être là avec vous tous. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, hop là, je pense qu'il est important de reprendre un peu aujourd'hui la plateforme LinkedIn. C'est peut-être pour vous quelque chose qui n'est pas aussi clair que ça. Donc aujourd'hui, c'est 1 milliard de membres dans le monde. 1 milliard de membres, on a passé ce cap il y a un petit mois maintenant. Donc c'est une représentation colossale, 65 millions d'entreprises, 52 millions de membres qui consultent des annonces d'emploi, des compétences, des écoles, énormément d'écoles qui sont présentes. Alors ça, c'est au niveau mondial, mais si on veut raisonner au niveau national, c'est 28 millions de membres. 28 millions de membres, c'est plus de 80% de la population active qui dispose d'un profil LinkedIn. Et pour casser quelques idées reçues, en France, c'est 78% de la population qui est hors Île-de-France. Pendant très longtemps, on disait LinkedIn, c'est très bien, mais c'est associé aux populations, aux cadres sup et autres. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Voilà. L'ensemble de la population est présente sur LinkedIn. 78% hors d'Île-de-France. 2,5 millions de compétences digitales. On y reviendra effectivement sur cette approche de compétences. Et si on parle de la génération Z, puisque c'est l'objectif évidemment de cet échange aujourd'hui, c'est une génération qui a 2,5 fois plus d'engagement qu'en 2020. D'accord ? Donc aujourd'hui, on a une croissance considérable. On a à peu près 2 millions d'étudiants qui disposent d'un profil LinkedIn sur les 2 500 000 à peu près qu'il y a en France. Donc un engagement qui est de plus en plus fort. Alors, quelques données, 87% déclarent être très à l'aise avec l'outil LinkedIn. Quand au niveau global, on est à 69%, c'est-à-dire qu'on est 20% de plus de ces populations qui considèrent être très à l'aise. Et on voit que ça se fait depuis le plus jeune âge, puisque 85% d'entre eux, des étudiants, déclarent être très à l'aise. Ils sont 6 sur 10 à avoir trouvé soit un stage, soit un emploi sur la plateforme LinkedIn. Voilà. Et alors, vous le soulignez en introduction, mais c'est vrai que cette génération Z, elle vient révolutionner un peu nos pratiques. Elle vient nous chatouiller. Moi aussi, j'ai les mêmes cheveux blancs. Mais en tout cas, voilà. Donc, le comportement, c'est encore plus de sens dans ce qu'ils vont faire. On en reviendra tout à l'heure. Avoir de la flexibilité, avoir la capacité de se former, bien entendu, de faire évoluer ses compétences, mais avec une approche d'apprentissage qui soit flexible.
des priorités. La priorité n'est plus le salaire, même si évidemment le salaire fait partie des points importants. Mais aujourd'hui, la priorité, c'est de pouvoir donner une évolution à sa carrière, c'est pouvoir s'inscrire dans des missions, évidemment, le sens, j'en parlais, et voilà, être dans un environnement inclusif. Enfin voilà, donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par Thomas Hervouet-Casmi, qui est donc le responsable du Digital Learning Center de l'IPAG. Donc il y reviendra, mais il a mis en place LinkedIn Learning. Mais l'objectif, c'est évidemment de parler plein d'autres choses. Donc Thomas, il a implémenté donc LinkedIn Learning au sein de son Digital Center. Voilà, alors je dirais, première question, Thomas, comment avez-vous réussi, je dirais, à sensibiliser et à promouvoir une approche de formation flexible auprès de ces populations-là, puisque vous-même, donc aujourd'hui, vous adressez quasi exclusivement de la génération Z. Et voilà, donc, première question. Oui, alors pour ce qui me concerne, j'ai découvert LinkedIn Learning exactement comme vous dans la salle, puisque en 2016, il y a eu la première conférence LinkedIn Learning France qui débarquait sur le marché français. À la suite de ça, je me suis abonné à titre personnel. Et donc, c'est vrai que dans mes différentes fonctions de digital learning, de projet digital learning, j'ai été amené finalement à trouver que ce produit était particulièrement bien adapté à la nouvelle génération, la fameuse génération Z, parce que indépendamment de la génération Z, est déjà bien adapté à nos générations, toutes générations confondues. L'autre point, l'autre anecdote, c'est le fait que, indépendamment de mon expérience personnelle, c'est vrai que dès les premiers mois, on a eu des retours, par exemple, de stagiaires qui nous sollicitaient parce qu'effectivement, leur directrice opérationnelle, dans le cadre de stage, par exemple, était étonnée que la stagiaire de l'IPAG Business School était entre guillemets plus productive et plus réactive, en tout cas dans son apprentissage, que le reste des autres stagiaires, et que justement la fameuse directrice a trouvé étonnant de dire comment ça se fait que celle-là en particulier elle est très très réactive. Le fait est qu'effectivement, elle a vu que sur son téléphone portable, toute nouvelle mission qui lui était donnée, elle était en capacité finalement de se former assez rapidement à ce qui lui était demandé, et donc du coup de mettre en œuvre, ce nouvel apprentissage. Voilà, effectivement, nous c'est quelque chose qu'on voit dans nos études. On voit que 76% des générations Z considèrent que l'apprentissage est la clé de leur réussite dans leur carrière. Comment vous participez, je dirais, et comment vous contribuez au projet professionnel des étudiants avec cette plateforme? Alors, pour moi, en tout cas, la clé, elle est double. Moi, je suis un partisan très net d'avoir très peu de produits, mais une utilisation intensive. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivé, j'ai construit une offre de produits digital learning où il y a très peu de produits, dont LinkedIn Learning, par exemple, mais pour lequel il y a un usage massif et universel. Donc c'est vrai qu'il y a un côté universel. Nous, on est la première école à l'avoir donné à tout étudiant qui rentre chez nous, qu'il fasse une préparation dans le cadre d'un BTS à programme grande école, peu importe le niveau, tout le monde a un accès LinkedIn Learning en standard. Par ailleurs, tous nos enseignants l'ont. Je tiens au côté universel, qu'il soit vacataire quelques heures à permanent, tout le monde l'a. Donc il y a l'universalité de notre offre, ça c'est vraiment un point important. Et le deuxième point, c'est l'individualisation. Individualisation signifie quoi? Signifie que en fonction de mon projet personnel, je vais pouvoir, entre guillemets, trouver un moyen d'adapter mon apprentissage et mon apport de compétences à moi. Donc le moi, ça exclut l'école. Alors je sais que pour certains c'est nouveau, mais pour moi c'est très important. Il y a les compétences, ce que j'appelle planifiées, c'est planifié par votre organisation, et il y a les compétences non planifiées que vous ne connaissez pas et vous n'avez pas à le connaître. Mais par contre, vous leur donnez la liberté grâce à ce produit. Alors comment vous adaptez votre stratégie de formation digitale pour justement engager encore plus ces générations Z? Alors, moi, le point important dans la génération Z, et ça, c'est des études culturelles, donc c'est vrai qu'il faut des fois un peu faire un pas de côté par rapport au côté formation. Le côté culturel, c'est qu'au niveau culturel, tous les formats culturels se raccourcissent. Au niveau du cinéma, c'est pour certains même, on en est à la remise en cause, parce qu'effectivement, le format est beaucoup trop long.
Au niveau des séries, on n'en est pas au fait que les séries sont déjà courtes, on en est à la moyenne des utilisateurs génération Z la regarde en vitesse 1,5 à 1,7. Pour certains, ça peut monter à 2. C'est le constat que nous avons sur la plateforme LinkedIn Learning, à savoir que oui, les étudiants peuvent regarder une formation en vitesse accélérée et c'est la norme. Ce n'est pas, ce n'est pas considéré comme une exception, c'est la norme. Donc ça, il faut s'y faire. Vous allez me dire que ça fait longtemps qu'on a eu toutes ces problématiques de volume, c'est vrai, mais c'est vrai aussi que voilà, on vit dans un monde avec beaucoup d'informations et cette jeune génération, elle subit quelque part ce surpoids, cette infobésité. D'accord. Alors, à l'IPAC, vous avez évidemment énormément de formations, à la fois en présentiel, en distanciel. Comment vous avez intégré dans le processus, finalement, ce e-learning et comment vous avez mis en place, dans le contexte académique global, de formation auprès de vos étudiants? Alors, le point important à ce stade, c'est que je tiens à dire que nous, on forme des futurs professionnels et vous savez tous dans cette salle que les futurs professionnels en 2024, ils sont stagiaires, ils sont alternants, ils ont demain cherché leur premier emploi, donc ce sont des étudiants particuliers puisqu'ils sont confrontés à l'aspect professionnel. Moi, pour déployer ce produit, c'est vrai que je me suis appuyé initialement sur la direction relations entreprises parce que l'idée dès le départ, c'était comment on va aider nos étudiants à monter en compétences de manière réactive dans le cadre de leurs stages, de leurs alternances et autres, indépendamment du parcours académique. Par ailleurs, pour le côté académique, l'idée, c'est de pouvoir permettre aux enseignants de pouvoir s'appuyer sur des modules soit de remise à niveau. On sait tous que c'est quelque chose qui est souvent ignoré. Souvent, il y a le travail sur la moyenne. Moi, je pars du principe que grâce à ces outils, on peut enfin travailler à la marge, c'est-à-dire essayer de permettre aux étudiants de gagner en remise à niveau pour ceux qui le nécessitent. Et à l'inverse, pour ceux qui s'ennuient parce qu'ils sont peut-être trop avancés par rapport au programme, de leur fournir des challenges avec des modules très avancés. D'accord, donc ça veut dire que, bon, on a vu un peu comment vous adaptez quelque part aux attentes de cette génération particulière. Comment vous, aujourd'hui, donc on a parlé de LinkedIn Learning, est-ce que vous avez d'autres dispositifs également que vous mettez en place dans votre Digital Center et des choses qui viennent compléter tout ça? Oui, alors l'offre du Digital Learning Center, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est optimisée. C'est-à-dire qu'on sait tous que le problème souvent, c'est que nos utilisateurs, qu'ils soient enseignants ou étudiants, ils sont inondés de plateformes dans beaucoup d'environnements. Nous, à l'IPAG, ils ont peu de plateformes, mais du coup, ça va les suivre tout le long de leur scolarité. Ce qui veut dire aussi qu'en termes de onboarding, vous avez fait une fois le onboarding en première année, la personne, elle est dans les clous par rapport au reste de l'année. Donc, pour ce qui concerne LinkedIn Learning, je l'ai positionné sur l'offre universelle. Donc, sur l'offre universelle, on a LinkedIn Learning. On a bien sûr un LMS, comme vous tous dans la salle, et on a une plateforme d'apprentissage des langues en mode vidéo, justement, petite vidéo, disponible sur téléphone portable, en mode micro-learning. Donc ça, c'est le socle universel. Quelle que soit votre inscription, vous y avez droit, quoi qu'il arrive. Ensuite, nous avons les offres spécifiques. Donc, les offres spécifiques, c'est par rapport à des préparations, certifications, que ça soit en langue, que ça soit en bureautique, que ça soit dans certaines matières. Par exemple, pour tout ce qui est logistique, il y a la nécessité d'avoir, en tout cas dans notre école, un module autour de SAP. Donc oui, il y a SAP. Mais vous voyez, l'idée, c'est pas d'avoir de la plateforme pour une plateforme, c'est systématiquement avoir une plateforme avec une finalité professionnelle et une finalité compétence. Et pas juste de dire j'avais une plateforme. Voilà. En tout cas, c'est la politique qu'on développe au sein de notre école. Très bien. Si demain, voilà, ici, on a des gens, probablement des étudiants, puis des gens qui mettent en place des plateformes digitales qui doivent aussi intéresser cette génération. Qu'est-ce que, aujourd'hui, si vous aviez un conseil ou des choses qu'ils pourraient mettre en place par rapport à votre expérience et à ce que vous avez vécu pour justement mettre en place ça, voilà, ça fait déjà... On parle de 3500 étudiants qui sont formés, hein, on ne l'a pas signifié, mais c'est 900 de mémoire, 900 intervenants, 3500 étudiants, et c'est chaque année. Donc voilà, vous commencez à avoir pas mal de recul. Quels conseils vous pourriez donner et comment, voilà, pour bien mettre en place ce type de plateforme? Alors, je pense qu'il faut un peu shifter, c'est-à-dire il faut un peu inverser le raisonnement. C'est vrai que rien que le titre, quelle stratégie d'engagement pour ces jeunes apprenants, moi je dirais quelle stratégie d'engagement pour vous dans la salle en fait, en termes générationnels. Le sujet, c'est que la génération Z, ils sont nés pas simplement avec l'Internet,
Ça, c'est la génération Y. Eux, ils sont nés avec le téléphone mobile disponible relativement à un jeune âge. Donc c'est vrai que le sujet n'est pas le digital, ça c'est une certitude. Le sujet n'est pas la disponibilité de la ressource. Bah, ils ne sont pas nés comme moi inclus dans cette salle, une génération où oui, il fallait aller à la bibliothèque, où il fallait se débrouiller pour avoir les ressources éducatives. Donc en standard, pour eux, c'est normal que tout soit accessible tout le temps. Donc le sujet, il est en termes de curation. Quel est votre rôle pour faire de la curation? Mais surtout, l'idée, c'est d'inverser, c'est-à-dire de vous mettre à leur place et de vous dire, mais moi, si j'étais à leur place, comment, effectivement, je pourrais gérer au mieux l'information? Donc, moi, en tout cas, mon pari, et c'est un pari qui a été relevé et très bien relevé avec LinkedIn France, c'était justement de m'appuyer sur du contenu qui a été produit avec de l'interculturel. On est une école de commerce, c'est-à-dire que les modules espagnols, ils sont produits en Amérique latine. Les modules en langue anglaise sont produits en Californie, donc il y a l'interculturel américain. L'allemand en zone germanophone. Le français, c'est toujours l'exception avec nos amis canadiens. Mais ça, du coup, il y a un peu des deux. Voilà. Le portugais avec le Brésil, bien sûr. Donc, vous voyez, il y a une dimension internationale qui est forte. Pour nous, pour une école, c'est essentiel. L'autre point, c'est, je pense, la dette technique. C'est pas parce que notre génération, on a connu, dans le meilleur des cas, une formation dans une langue, que effectivement, il ne faut pas fournir l'occasion à cette nouvelle génération d'avoir des contenus de qualité dans différentes langues avec de l'interculturel. Et là, pourquoi vous touchez du doigt la réalité de l'individualisation? Encore faut-il que l'individualisation soit un vrai objectif. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a essayé d'atteindre en déployant ce produit. Super, merci Thomas pour ces éléments. Je crois que demain, il y a une session à 10h30 avec Natalia où vous reprendrez, on rentrera un peu plus dans le détail. On rentrera plus dans le détail dans la stratégie de déploiement. Exactement, la stratégie de déploiement et de ce que vous avez mis en place avec LinkedIn Learning. On a un tout petit peu d'avance, mais peut-être qu'on a rattrapé le retard qu'on pouvait avoir au démarrage. Ça tombe bien parce que moi, j'ai vraiment déjà 2 questions avant de vous donner le micro que j'ai envie de poser. La génération Z, ok, elle est née avec un téléphone dans la main, presque, dans la couche. Mais on parle aussi d'une génération qui a un certain degré d'électronisme, c'est-à-dire qu'ils utilisent une partie de ce que leur donne la puissance de leur smartphone et ils passent complètement à côté du reste. Est-ce que cette dimension-là, vous la prenez en compte? Et ma question c'est, est-ce que vous considérez que ces étudiants que vous avez ont déjà tous les prérequis pour savoir se servir de toute la puissance de ce qu'il y a en termes de savoir, de formation sur la plateforme LinkedIn? Ou est-ce que vous dites que vous avez à les former à l'autodidactie, à cette capacité à se former tout seul et justement à de pouvoir réellement se servir? Est-ce que vous les formez à apprendre à apprendre? Oui, alors ça c'est une bonne question dans la mesure où, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi depuis le départ, je me suis appuyé sur la direction relations entreprises. C'est-à-dire que dès le départ, c'est tourné vers les compétences et on sait tous que peut-être que, comme vous disiez, il y a une problématique générationnelle, mais quelle que soit notre génération dans cette salle, quand on a fait notre premier stage, on a tous eu le problème de comment je vais faire. Il m'a posé une question, comment je vais faire? Donc là, le sujet, c'est qu'on donne déjà une première solution, c'est comment savoir faire en mode relativement autonome. Donc ça, je trouve que c'est quand même une force et c'est vrai que les étudiants, ils en sont quand même reconnaissants. Le deuxième point, c'est au niveau académique. Moi, j'insiste sur le fait que les outils digital learning, ils sont là pour nous aider à repousser les frontières de tout ce dont on a rêvé il y a quelques années en arrière. Et quand je dis ça, même il y a 10 ans en arrière, on m'aurait dit « Thomas, on va faire de l'individualisation », j'aurais pas cru. Là, c'est vrai que c'est possible. Et non seulement c'est possible, c'est faisable. Donc pour moi, l'individualisation, c'est une réalité et ça fait partie de l'accompagnement. Aider les étudiants à se remettre à niveau avant de commencer leur cours, les aider à aller plus loin pour ceux qui, entre guillemets, en ont l'envie ou en ont les moyens après le cours, ça c'est une réalité. Et ça, pour moi, ça fait partie du cadre académique de l'école. Ok, je vais faire passer le micro. Qui a des questions? Alors, hop, je commence là.
Bonjour, je suis Monsieur Valentin Herry, je travaille au ministère des Armées. Ma question est la suivante. Est-ce que des tendances se dessinent pour la prochaine génération? Alors, moi, j'avoue qu'à ce stade, je fais moins de la prospective que de l'aspect pratico-pratique dans mon métier, c'est-à-dire que je gère déjà la génération en cours. Je vous avoue que, à ce stade, nous, ce qui est sûr, je peux vous donner quand même des éléments. À ce stade, donc, à côté de LinkedIn Learning qu'on a déployé depuis 3 ans, là, à la dernière rentrée du mois de septembre, nous avons déployé notre premier campus virtuel dans le métavers. Donc là, l'idée, c'est justement de proposer des expériences de travailler ensemble alors même qu'on est en multisite. Donc ça, c'est quelque chose qu'à l'armée, vous avez la problématique de multisite et de gens qui ne sont pas forcément informés ensemble au même moment sur le même site. Donc c'est vrai que là, par exemple, le métavers, c'est quelque chose qui est assez apprécié. Il faut savoir juste une statistique. Les statistiques de gens qui ont expérimenté, je ne parle pas de ceux qui n'auraient pas expérimenté, mais en tout cas de ceux qui sont génération Z et qui ont expérimenté le métavers, la statistique montre qu'il y a une légère majorité qui estime que son avatar, donc sa représentation de soi-même qui est digitale, est plus fidèle à leurs yeux, et donc c'est purement subjectif, mais est plus fidèle à leurs yeux que leur enveloppe physique. Donc c'est juste pour dire que la relation digitale, elle est différente pour cette génération que par rapport à la nôtre. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est déterministe, et je ne veux surtout pas que mes messages soient pris comme ça. Ce n'est pas non plus vrai que parce qu'on serait génération Z, on serait, entre guillemets, preneur de toute technologie à différents degrés. Donc je pense qu'il faut nuancer. La génération Z est composée d'un ensemble d'individus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une majorité d'individus qui est beaucoup plus appétant sur des nouvelles manières d'apprendre, des formats plus courts, plus qualitatifs, qui vont directement atteindre l'objectif. Alors, moi, ce qui m'avait plu à l'époque sur LinkedIn Learning, c'est le fait que ça reste... Alors, je vais pas être méchant, mais c'est du instructional design à l'américaine. On est moins dans l'ingénierie pédagogique où souvent la partie théorique est très importante pour comprendre le contexte avant d'atteindre l'objectif. Donc, c'est vrai qu'on va directement atteindre l'objectif, ce qui va permettre du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à nos alternants ou nos stagiaires, d'atteindre directement la mission qu'il aurait demandé. Alors je ne sais pas si ça peut répondre à votre question en tout cas. Merci beaucoup. Bonjour, Laetitia Flissat-Marie, ingénieure pédagogique. J'ai une question, enfin deux. Vous parliez d'approche flexible des formations, en dehors de mettre des contenus à disposition du LinkedIn Learning, qu'on aime tous et on est convaincus. Comment vous le faites en synchrone? Et la deuxième, par rapport à ce que vous faites, comment vous certifiez des compétences acquises? Oui, alors, deux questions. Donc la première, par rapport au synchrone. LinkedIn Learning, pour moi, par construction, n'a pas de vocation à être fait en synchrone. C'est forcément de l'asynchrone. Par rapport à l'aspect certification. Alors, nous, c'est vrai que dans la salle, voilà, on s'adresse à un public français. Moi, je pars du principe que le mot certification ayant beaucoup de sens dans notre contexte réglementaire, nous, on parle plutôt d'attestation au niveau des étudiants en leur disant c'est une traduction du mot certificate en anglais, mais c'est vrai que le mot certificate en anglais n'a pas la même consonance que chez nous, puisque chez nous, il peut y avoir une consonance réglementaire. Donc nous, on insiste là-dessus, mais c'est vrai que cet aspect certification, c'est une preuve, en tout cas pour un futur employeur, que non seulement en tant que jeune, j'ai peut-être envie de faire ça, mais je me suis donné les moyens de suivre un module, et en plus de ça, j'ai une preuve, donc que nous on appelle attestation, de cette compétence complémentaire. Il y a le temps pour une dernière question, et après... Alors bonjour, je m'appelle Apolline Oubradou, je fais justement partie de la génération Z. Moi, la question que j'ai, je vais peut-être tirer une balle dans le pied à ma génération, mais quand on voit quand même qu'on tend vers un taux de concentration qui baisse, qui est en baisse drastique, un temps de concentration du moins, qu'on a aussi une sorte de paresse intellectuelle parce que face à tous les nouveaux outils qu'on a et avec les réponses de plus en plus rapides qu'on peut avoir et l'accès facile en tout cas à de nouvelles ressources, dont aussi les IA, qui sont quand même le grand sujet de ce salon, comment vous faites pour engager la génération Z à venir se former? Est-ce que c'est des formats qui sont obligatoires ou est-ce que vous vous reposez en fait sur l'envie des étudiants?
Et comment vous faites dans ce cas-là pour gérer également le gap entre le fait qu'on se fait former par des générations qui ne sont pas la génération Z et qui n'ont pas forcément le même vocabulaire ou la même façon et la même vision de voir le monde du travail? Oui, merci pour votre question, elle est très complète. Bon, j'ai 5 minutes, effectivement. Donc, le premier point, c'est qu'on est une école de commerce. On est une école de commerce, programme grande école. Donc, en fait, comme toutes les écoles de commerce, en fait, on a un cadre académique, je dirais classique. Donc, en fait, il y a des vrais cours. Hein. C'est-à-dire que oui, les étudiants ont des vrais cours avec des vrais enseignants. Moi, j'insiste sur le fait que pour nous, depuis le départ, ça n'a jamais été vendu et c'est surtout pas vendu comme ça. Ce n'est pas une substitution de quelque chose à quelque chose. C'est un enrichissement de l'enseignant, de l'enseignement réalisé par l'enseignant qui reste maître dans sa classe ou dans son cours. Par rapport à ça, comme je disais, on offre des possibilités d'individualisation en termes de remise à niveau ou de niveau beaucoup plus avancé. Donc, il y a une modalité d'individualisation pour les enseignants. Deuxièmement, pour les enseignants, il y a la possibilité, alors par exemple, on a les enseignants forcément en école de commerce, tout ce qui est international. C'est bien de dire qu'on fait de l'international en théorie, et je parle en français, mais c'est mieux de voir un management RH fait par un expert professionnel qui habite en Amérique latine, un autre qui habite en Allemagne, un autre qui habite aux États-Unis et un autre qui habite au Brésil. Ça, c'est du vrai. Et ça, c'est de l'expérience, et votre génération adore l'expérience. On est obligé de s'arrêter parce qu'on a encore une nouvelle conférence. Merci Thomas et Fabien, je pense qu'on peut les applaudir parce que c'était vraiment intéressant.